Les interviews. Alors Eric, on se retrouve aujourd'hui dans ton bah antre oui. là. Donc on n'a pas changé de place, mais les rôles ont changé par C'est contre. ça, ouais. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Depuis tes tout débuts de découverte de l'informatique jusqu'à les derniers projets, quoi. Ce qui nous occupe, ouais. Ouais, c'est Mhm. ça. Donc du coup, ouais, on va faire ça en plusieurs phases, quoi. Sur, Ouais, sur les différentes époques, quoi. Ok. Et donc, ouais, on va commencer sur tes découvertes de l'informatique, je pense. Bon, moi, le tout premier contact, c'est chez un ami, mon meilleur ami de l'époque, Coco, hein, Philippe, qui se reconnaîtra. Son père avait fait entrer chez eux un ZX81. Donc le tout premier contact, c'est ça. Ouais. Dans quelle année, là? Là, on est en 84 peut-être, 83, 84, Ok. 83 peut-être. Enfin, c'est un peu loin, mais donc il a les ZX80 qui montent eux-mêmes en fait. Ils étaient en kit, Oui, donc oui, à l'époque, ouais, ils l'ont c'est ça. monté. Ouais. Et puis on découvre les premières sensations de cubes qui bougent, etc. Donc là, fasciné évidemment. Donc on bricole avec ça. Et puis assez vite, lui, il achète un Auricain en fait. Et une fois de plus, je continue à toucher à la micro chez lui avec cet Auricain. Et là, Toi, t'avais pas encore d'ordi à cette époque-là? Alors, du coup, j'en veux un, évidemment. Bon, l'Auricain, c'est encore un petit peu cher. C'est 2000 de mémoire, c'était 2500 francs, quelque chose comme ça. Donc, je regarde un petit peu et je m'oriente plutôt, moi, pour le coup, vers une machine dite d'initiation. Ce sera un laser de sang. Okay. Parce que je me souviens, on va, je crois que c'est à la Fnac ou je sais plus où, et en fait il y a plein de micros qui sont indisponibles, quoi, parce que je pense qu'il y a un petit peu une effervescence là. D'accord, ouais. Donc le ZX80 il est indisponible. Ça c'est 83 toujours? Ouais, ou un an, il y a un an de décalage peut-être, ou quelque chose comme ça, mais donc il y avait il y a TI-99, Alice, Aquarius, tout ça, il y en a plein qui sont indisponibles, quoi, en fait. Et il y a le laser de sang qui lui est disponible. Alors bon, moi à l'époque j'étais pas complètement bloqué sur un truc, je voulais un ordinateur, je voulais bricoler, donc en gros j'ai pris on a pris celui qui restait, celui qui était en stock en tout cas. Et pour cause, hein, le laser de sang a pas été une grosse réussite, mais c'était quand même une machine vraiment attachante, quoi. C'était une machine d'initiation. Donc voilà. Mais c'était quoi les premières activités du coup sur ces ordis-là? Là, alors c'était le jeu. Bon, le jeu évidemment, hein, avec Coco on jouait, on a passé des dizaines, des centaines d'heures chez lui. Moi j'étais fourré tout le temps. Majoritairement chez lui, il avait un tout petit KGB avec cet Auric, on jouait beaucoup, et donc moi j'ai fait un peu la même chose avec le laser de sang, mais avec une Logitech un peu moindre. Ouais, c'était bon, voilà. Et puis en plus, même toutes les caractéristiques graphiques, sonores étaient évidemment bien inférieures à l'Auric. Le laser de sang, c'était vraiment une machine qui était en dessous de l'Auric à tout point de vue. Mais bon, moi, à l'époque, c'était pas un problème. Ça m'a permis quand même de, initier le basique. Bon, taper un peu en mémoire, Oui, le basique, vraiment là, le basique. Je savais que, il y avait un processeur, tout ça, mais j'ai pas souvenir d'avoir touché au Z80 à l'époque. C'est vraiment resté le basique. Donc découverte de la programmation, quoi. Vraiment les balbutiements, voilà. Tu avais quel âge, toi, à ce moment-là? J'avais 14 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et puis un an après, quelque chose comme ça, je crois que alors il y a l'Atmos qui était disponible, et l'Atmos, à un moment donné, le prix a vraiment baissé. L'Atmos, c'est l'évolution de l'Auric. Voilà, l'Atmos, c'est l'évolution de l'Auricain. Je vous le montre, on vous le montre là. Et il chute en prix, c'est-à-dire que l'Atmos passe à 1000 francs, hein, parce que je crois que c'est Eureka qui rachète
L'Auric commence à un petit peu baisser. Je crois que l'Amstrad vient de sortir et l'Amstrad va faire un peu de ménage dans les micros 8 bits. Et donc, je m'achète un Atmos. Je revends le Laser 200, je m'achète un Atmos. Et là, là où je continue. Donc la découverte, par contre, du 6502, vraiment, là, je me rends compte qu'il y a quand même un delta énorme entre quelque chose qui est écrit en basique et en assembleur, il n'y a pas photo. Oui, ok. Ouais. Donc on commence à faire des petites choses ensemble avec Coco, on continue à... Lui, il est plutôt doué pour les graphes, il programme aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que il est plutôt parti sur les graphes et moi j'ai plutôt persévéré sur la programmation. Et ça c'était dans l'idée de faire des productions ensemble, quoi. Oui, alors ouais, mais bon comme ça, quoi, pour essayer de... Mais oui, l'idée de faire un jeu quand même pour nous, quoi, il y avait Hebdogiciel aussi, on lisait pas mal Hebdogiciel, tout ça, donc ça donnait envie de faire un truc. Les listings de soft et tout ça, voilà, ça vous inspirait, on en a tapé un certain nombre, on voyait un peu justement. Ça a permis aussi justement cette revue de voir la différence qu'il y avait entre l'assembleur et le basique, parce que dans les softs qui étaient publiés, dès qu'il y avait une routine en assembleur, on voyait tout de suite l'impact que ça avait, quoi. Oui. Donc on fait on programme, on fait des choses ensemble et on commence un petit jeu d'aventure d'ailleurs. On commence un petit jeu d'aventure vectoriel. Parce que on était fans, tous les deux, c'est vrai, mais les jeux d'aventure vectoriels, Manoir du Docteur Genius, le mystère de Kiko Kankwa, on a joué pendant tellement de temps et donc on s'est dit tiens, on doit pouvoir faire un truc un peu équivalent, voire même un peu meilleur, parce qu'on avait mis au point un système graphique qui permettait de faire du vectoriel, mais un peu plus élaboré, c'est-à-dire qu'on va un peu au-delà de la perspective qu'on peut avoir sur deux rectangles. Ça donne, on relie les coins, ça fait une perspective, on met des portes, voilà. Donc là, on allait plus loin, on faisait quelque chose d'un petit peu plus graphique, toujours vectoriel, mais un petit peu plus graphique. Oui, une représentation de scène par rapport à juste un... Ouais, il y a des décors, il y a des... labyrinthe, Voilà, on va vraiment plus loin que ça, il y a des décors, comme l'ont fait d'ailleurs, même le sceptre d'Anubis, Airbus, tout ça, il y a eu des jeux de... Donc on fait un truc, un peu élaboré quand même, Mais dès le départ, donc plus dans des jeux orientés aventure, quoi, déjà. Ouais, plus orienté aventure, On jouait à tout, sur Auric, on jouait à tout, on jouait à de l'arcade, on jouait à... Mais l'appétence quand vous avez commencé à faire quelque chose, c'est vrai qu'on est plus parti là-dessus, parce que c'était le côté narratif, tout ça qui vous plaisait. Ouais, alors je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'était à l'époque, ça devait même être un tout petit peu avant, mais ça a dû empiéter aussi. On a joué beaucoup au livre dont vous êtes le héros. Ah oui, bien sûr, oui. Où là, pour le coup, c'était vraiment des histoires dans lesquelles, voilà. Oui. Et j'en ai beaucoup des livres dont vous êtes le héros, parce que dans ma folie de collectionneur, pendant longtemps, j'en ai. Donc ça va forcément parler à pas mal de joueurs et de ceux qui ont découvert aussi tous ces numéros, la série des défis fantastiques, évidemment. Donc ça, oui, je sais que j'ai lu ça, relu et tout ça. Donc oui, ça mélangé à la découverte de l'informatique, probablement que ça a fait une espèce oui, on s'est dit tiens... Oui, t'as ce genre de bouquins-là t'ont plu, et puis après quand t'as retrouvé ça sous une forme un peu de jeu, des aventures interactives en texte, enfin c'était sur texte surtout à l'époque les aventures. Les tout premiers, oui, il y a eu même avant même d'avoir, il y a eu des citadelles et autres titres qui pour le coup étaient 100% texte. 100% texte. C'est vrai, les 100% texte. Mais là, oui, non, on avait, c'était graphique avec. Là, oui, on avait mis au point un système qui était pas mal à base de calques là qu'on collait sur l'écran, et puis j'avais fait un outil qui permettait de suivre donc du coup le contour de tout ça, et donc on avait image par image, pour créer les dessins, pour créer les graphes avec un petit format propriétaire vectoriel tout simple, en fait. C'était il y avait point, ligne, remplissage, et avec ça on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses, et en fait en peu de place, parce que c'était en noir et blanc à l'époque toujours. Ouais, en noir et blanc. L'Auric avait des contraintes un peu de proximité par rapport aux couleurs, donc oui, on s'était... Oui. Pour du vectoriel, il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup plus évolué. Ça a été fait après, bien sûr. Oui. Mais pour un premier jeu, on avait fait un truc déjà qui était pas mal, et d'ailleurs qui a été distribué
oui qui a été distribué. Ouais, je me souviens, on avait passé une petite annonce comme quoi on proposait un jeu d'aventure. Alors, il y avait, on avait vendu ça 20 francs, 15, 30, j'en sais plus. Ah, vous aviez produit quoi, des cassettes? Donc, c'était distribué en forme sous forme de cassette et bon, il y en a eu, je sais pas, une vingtaine peut-être d'écoulés. C'était, c'est rigolo. D'ailleurs, je serais tellement content de retrouver ça parce que malheureusement, j'ai plus les sources de tout ça. C'est dommage parce que... C'était avant de se dire que c'était intéressant de les garder. Ouais, puis à l'époque, voilà, tu faisais, puis là c'était, il n'y avait pas de velléité spécialement d'édition, voilà, donc on a fait ça pour nous. Bon, je l'ai distribué un petit peu comme ça, mais... Oui, on s'était pas... Oui, tu savais pas si plus tard tu allais toujours faire ça encore ou quoi même. Oui, non, je pense là, ça nous plaisait, ça me plaisait beaucoup la programmation, mais je pense pas que j'avais déjà posé, je pense pas, j'ai pas le souvenir de ça. Et donc là, sur une aventure donc graphique, mais où toujours en entrée texte pour les actions, quoi. Voilà, toujours un analyseur, un analyseur syntaxique. De toute façon, sur Auric... Pour le coup, c'est vraiment l'apparition de la souris qui a démocratisé clairement les icônes. Mais donc l'analyse syntaxique, on a tous des souvenirs de passer un temps conséquent à essayer de faire comprendre ce qu'on voulait faire. Mais bon, ça avait son charme quand même malgré tout. Aujourd'hui, avec nos yeux des années 2000, quand on joue c'est vrai que c'est pour ça que moi je suis admiratif de ceux qui sont encore fans et qui jouent encore aujourd'hui à des jeux qu'on peut faire d'ailleurs, mais bon, Atanorin étant clairement un descendant de tout ça, qui ont encore la volonté, l'énergie de jouer, parce que avec nos yeux de l'époque, ça nous paraissait pas, c'était galère, mais on le percevait pas de la même manière, quoi. Ça faisait partie intégrante, j'ai l'impression, du challenge. Alors qu'aujourd'hui, on prend ça pour une vraie galère. Oui, mais des jeux étaient comme ça. Là, maintenant, c'est parce qu'il y a eu une simplification de l'entrée du joueur dans les jeux. Alors qu'à l'époque, non, il fallait que tu aies parcouru déjà le manuel et que tu saches les commandes, vraiment, toutes celles qui étaient dispo et tout ça, quoi. Dans le meilleur des cas, on lisait le manuel, parce que bon, ça, souvent, le manuel, il y avait un manuel, mais on le lisait pas, quoi. Tête bêche dans le jeu, et c'était... c'est vrai. Mais les didacticiels n'étaient pas encore implémentés. Non. Oui, là, j'ai basculé très vite dans le 6502. Donc avec découvert de ce que voulait dire l'architecture d'une machine, sa connaissance et tout ça, quoi. Ouais, voilà, toutes les memory maps, toutes la ROM, tout ce qu'on pouvait faire, etc. Et puis en plus on se rend vite compte que une fois que t'as goûté à ça, tu te rends compte que le basique ne peut être que le noyau de départ, mais que pour faire du petit outillage ou des choses comme ça, quoi. Mais Mais sur des machines de cette époque-là, c'est qu'en assembleur que tu arrives à obtenir des performances intéressantes. Ouais. D'ailleurs, ça devenait même un argument marketing. Je me souviens, les jeux qui sortaient, qui étaient programmés 100% en assembleur. Ah oui, c'était indiqué dessus. Oui, il y a plein de jeux sur Auric, c'est marqué 100% langage machine. Alors c'était un gage pas toujours tenu, mais enfin en tout cas, ça voulait dire, parce qu'il y a eu tellement de jeux aussi, je pense, qui sont sortis 100% en basique, où bon, là, pour le coup, pour certains trucs, c'était quand même un peu poussif, quoi, donc ça devenait un argument. Ouais. Mais c'est vrai, il y en a qui essayent en ce moment de réécrire des jeux qui étaient en basique, en assembleur, sur ces machines-là. Ouais, c'est vrai. C'est parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs, Ok, et donc ça c'était avant l'Atari, tout ça, du coup. Oui, ça c'est avant l'Atari, donc on fait tout ça, et puis, en fait, les années passent, mais on reste en contact tout le temps, parce qu'il avait... Coco avait 2 ans de plus que moi, je crois. C'est en quelle année que le jeu vous l'avez sorti, là? C'est 85, 85, je dirais, quelque chose comme ça. Ok. Et donc on continue, on s'amuse à faire des trucs ensemble, tout ça. Et puis, moi je suis bien piqué quand même. C'est vrai que là, je passe quand même pas mal de temps là-dessus, probablement peut-être un peu trop d'ailleurs, mais par rapport à tes études, par rapport aux études, probablement, T'étais dans des études d'informatique ou non, là j'étais encore passé à mon bac. Enfin, là on entre au lycée, etc. Et donc. Mais dans la projection, je veux dire. Alors oui, je sais que bon, il y avait effectivement le fameux bac H.
Ouais. qui venait de naître, qui était vraiment de l'informatique. Mais alors bon, ça orientait plus informatique de gestion, etc. Donc Oui. moi j'en ai fait un peu, mais bon, Ok. voilà, je suis pas sûr que j'ai misé là-dessus, mais donc après effectivement il y a l'apparition de l'Atari. Oui. Alors bah là moi effectivement oui là je vends le RIC, je travaille un mois d'été, plus je suis aidé par mes parents quand même qui me donnent effectivement le complément parce que la machine était quand même. Ouais, c'était du Là, on 10 000, non? basculait. C'était pas 10 000 francs ou un truc comme ça? Ouais, ça devait être peut-être 10 000 au tout début. Ouais. Moi c'était peut-être 8 000, quelque chose comme ça. Parce que là, on est en quelle année, le moment où Bah là, on est en 80. On est en quelle année là? On est en 88. Ouais, ok, oui, donc déjà Ouais, quelques années après que la Ouais, ST je soit crois, sortie, je peux quoi. me tromper d'une année Oui, ou deux. ouais, ok. Mais pas en mais- 85 directement quand le ST sorti. Non, voilà, moi je sais que j'ai eu un STF avec. Alors j'avais le lecteur de disquette quand même intégré, mais j'avais pas le Ok. TOS en ROM. Ah ouais. Je me souviens qu'il a fallu que je retourne un mois ou deux après D'accord. pour faire mettre le TOS en ROM. Ah, il y a eu des STF sans ok. Bah, je crois, j'ai ça comme souvenir. Ah, ouais. Donc voilà, donc la découverte de l'Atari, bon parce qu'on lisait, on voyait des images de moi c'est The Pound, je me souviens. Ah oui, oui, On a bien eu des sûr, images ouais. de The Pound, Oui, qui était toujours un jeu d'aventure en texte, là encore. toujours un jeu d'aventure, et là, Mais avec là, des t'es graphismes, bluffé, ouais, là, des c'était, graphismes étaient bluffants pour l'époque. quoi. c'était impressionnant quoi. Et donc ouais, donc l'Atari arrive, donc là, 68 000 direct. Tout de suite, je me mets aux 68 000. Et tu veux dire en assembleur direct sur la Ouais, machine en quoi. assembleur, bah. De toute façon, les basiques à l'époque, les premiers basiques sur ST. Ouais, non, les basiques étaient vraiment pas. Il n'y Ouais, avait pas encore le GFA à l'époque. Non, le GFA et les premières versions arrivent après, ouais. Et puis les basiques disponibles étaient pas. J'ai même pas souvenir, ouais, pour le coup, d'avoir testé. Ouais, même. Ouais. Mais bon, les premières versions de GFA, je sais plus quand est-ce qu'elles arrivent, mais Ouais, ça, le 2.0. Et donc, quand le GFA est arrivé, oui, j'ai touché un peu du GFA, ok, ouais. mixé avec de l'assembleur, parce Mais que du là, coup- c'est pareil. Du coup, c'est bien parce que tu as pu rentrer directement dans l'architecture de la machine au départ. quoi. Ouais, alors puis là c'est vraiment la. Quand tu viens du 8 bits. Quand ouais. tu viens du 6502, le 68 000, t'as Ouais. plein de registres, t'as Hmm. t'as plein de modes d'adressage. C'est la mémoire de la machine, c'est rien la à mémoire. voir, quoi. Donc là, ça, c'est pareil. C'est voilà. Hmm. Donc en fait, on continue à. Je crois que Coco s'équipe aussi. Ouais. Et on continue à faire des trucs. Je continue à coder, continue à faire des graphes et tout ça. Ok. Et donc on se fait la main sur des jeux. Bon, alors on fait un Pac-Man. Bon, c'est Ah oui pas très original non plus, Ouais, mais on c'est fait un Pac-Man Un bon exercice, quoi. Ouais. qui tenait bien la route quand même, quoi. Parce que bon, 100% assembleur et tout, et le truc propre, quoi. Bon, non, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on était fiers de nous. Et on vous l'avez était. diffusé, ce truc-là Alors, on l'a pas diffusé, non. Ah Il bon. nous a servi, parce qu'en fait, Mhm. on fait ça, et en parallèle, effectivement, on refait aussi un jeu d'aventure, celui qu'on avait fait sur Auric. On garde la technique du vectoriel, parce qu'au tout début, les jeux d'aventure sur... parce que j'évoquais The Pound, mais ça, c'est venu après, parce qu'au tout début, les jeux d'aventure sur Atari, même, étaient quand même aussi en vectoriel. Moi, j'ai le souvenir de Transylvania, il y a les tout premiers jeux, bon, ça a basculé assez vite dans le bitmap, mais il y a eu toute une génération de jeux en vectoriel sur Atari. Ok. D'ailleurs, petit clin d'œil, c'est-à-dire que là, il n'y a pas longtemps, quand j'ai sorti Athanor 2 sur ST, plusieurs m'ont demandé, mais est-ce que vous n'allez pas faire le premier épisode sur ST? Parce qu'on a le 2, mais on n'a pas le 1. Oui, c'est vrai. Et moi, ma réponse c'était oui, mais bon, je trouvais ça un petit peu vraiment, là, pour le coup, super décalé de faire en 2020 un jeu en vectoriel sur Atari, quoi. Parce que là, clairement, Oui, voilà. Ouais. Donc pour en revenir, c'est qu'effectivement, les tout premiers, donc on fait ce jeu d'aventure, on le bascule en couleur, hein, quand même. Ok. Donc un jeu d'aventure en couleur, en icône, hein, on refait toute un interface, là, il y a toute une interface à base d'icônes. Plus sur parseur. Voilà, donc là, le D'accord, parseur, le parseur a été supprimé, j'ai tout basculé à l'icône. Donc Et- la même démarche un peu que sur Athanor 2, en fait. Exactement. Ok. Bah en fait, si tu veux, Athanor 2, c'était un peu un clin d'œil
Ok. Je l'ai expliqué ça au tout début, c'est vrai quand j'ai démarré la trilogie, j'ai expliqué qu'en fait c'était un petit peu un hommage aux différentes générations de jeux d'aventure. Ok, À Tanor 1, je voulais rendre un hommage aux jeux d'aventure avec analyseur syntaxique, graphisme vectoriel. À Tanor 2, on bascule à la souris avec des graphes bitmap, voilà. Et donc, puis à Tanor 3, on verra ce qu'on verra. Voilà, on en reparlera. Donc on fait ce jeu sur Atari, et puis alors je sais pas comment c'est venu vraiment, mais là dans la presse, moi je me souviens, bon, je lisais pas mal, on lisait tout ça, hein, les micro news, les Tilt, les Gen 4, et ça, ils cherchaient des auteurs, les boîtes, hein, Loriciel, Silmaril, Microïd, Titus. Les éditeurs. Il y avait les éditeurs. Il y avait des encarts dans tous les canards. Vous êtes auteur, vous êtes programmeur, vous êtes ceci, cela. Venez nous proposer vos jeux, tout ça. Et là, oui, ça c'est vrai. Ouais. Là, je me dis bon bah tiens, pourquoi on tenterait pas le truc. Et donc bah moi ni une ni deux, en fait, j'ai dû faire un mailing d'une dizaine de lettres. Qui sont parties, donc dans toutes les boîtes, Loriciel, etc. Effectivement, donc certaines nous répondent. Ok. Loriciel, moi je me souviens de Loriciel, de Phil et de Microids notamment, qui nous répondent, et on a un rencard sur Paris. Donc là, nous on habite en Normandie, hein, on habite à côté d'Évreux là. Oui. Et donc on passe sur Paris, on passe la journée sur Paris. Et j'ai un souvenir de Loriciel notamment. Donc c'est Laurent Veil qui nous reçoit. Je pense qu'à l'époque, il devait en recevoir assez fréquemment. Je pense que voilà. Donc il nous reçoit et il nous fait basculer à côté dans la. Donc il y a une. Et je me souviens qu'ils étaient sûrement. Ça devait être l'époque soit de la finalisation, soit ça devait être sorti de Turbo Cup. Ah oui. Parce que il y avait du Turbo Cup partout. Il y avait des trucs. Donc là déjà on était comme des dingues quoi, comme des dingues. Une équipe de développement, de voilà, travail, tu vois que c'est une société dans une boîte de jeux vidéo, et là c'est peut-être là d'ailleurs que mes premières, là par contre peut-être, je sais pas quelle tournure ça a pris dans ma tête, mais ça m'a peut-être et d'avoir envie de travailler vraiment là-dedans. Ouais, peut-être, je me dis, parce que là je me souviens, on rentre, puis t'es dans une pièce, t'as les mecs qui sont tous en train de bosser là côte à côte, tout ça, donc le gars nous fait présenter les trucs, donc on lui présente d'un côté le Pac-Man, c'était le côté, on va dire, un peu jeu d'action pour montrer que le truc tout en assembleur, tu pouvais faire des trucs qui sont bien optimisés, ça tenait la route. Et puis le jeu d'aventure, puis il nous donne des conseils, il nous dit poussez peut-être plus ça, faites ci, faites ça. Parce que là c'est dans l'idée d'avoir le jeu édité. Là l'idée c'était de le faire éditer. Bon, c'est Microids, le gars il dit le Pac-Man, il dit bon oui le Pac-Man, parce qu'il n'y avait peut-être pas d'ailleurs Pac-Man vraiment super bien réalisé à l'époque sur Atari, mais est-ce qu'il y avait-il besoin d'un Pac-Man sur Atari? En fait la question c'était plutôt ça, c'est-à-dire que je pense que éditer un Pac-Man sur Atari, même au début de la machine, un Pac-Mania... c'était peut-être une période où il y avait une appétence quand même pour des jeux plus avancés. Plus élaborés. Et donc le gars de Microids nous dit que pourquoi pas, mais il voulait qu'on revoie le concept, un peu qu'on fasse un espèce de... par exemple, il nous suggère de faites tirer votre Pac-Man, faites des trucs un peu... genre une espèce d'arcanoïde, enrichir le gameplay, faire fusionner des typologies de jeux, il nous pousse un peu là-dedans, je me souviens, on repart avec, on est étudiant, on est au lycée quoi, donc au début on est je dois être en seconde, et puis voilà, donc il y a du boulot à côté. Il y a quand même, il faut quand même tenir un minimum le truc, même si j'avoue, ça a pris une bonne part. Et à la fin du lycée, il y a une annonce qui paraît, c'est pareil, mais là c'est une société bretonne qui est basée à Rennes, qui cherche des programmeurs, et cette société s'appelle Legend Software, et là je me dis tiens, je vais aller les voir. Je me dis, après tout, pourquoi pas. Mais du coup, avec Loriciel, donc ils vous ont donné des conseils, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Alors nous, c'est vrai que peut-être ça nous a paru énorme, tous les trucs ça nous paraissait peut-être
un peu trop. Une masse de travail avant d'arriver à voilà, quelque chose de fini qui leur satisfait. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, après, effectivement, eux, ils voulaient. L'idée, c'était d'arriver avec un jeu quasi éditable, quoi. Donc, comme ça, eux, ils y prenaient. Oui, de la teneur des autres jeux qu'ils éditent. Voilà, il fallait un truc finalisé ou quasi, de façon à ce que. Et donc, c'est vrai qu'on a, dans mon souvenir, du coup, oui, on n'a pas donné suite à ça, on sait pas. Mais on a quand même continué à bosser. Moi, j'ai quand même continué à bosser à Bécane. Voilà, et donc à progresser, et puis bah arrive ce moment où effectivement bah voilà, je fais le déplacement à Rennes. Je vais présenter. Alors je sais que je présente pour le coup un petit peu les mêmes choses, quoi. Je présente ça, j'avais fait 2-3 parce que les gens de software étaient à Rennes. Les gens de software étaient à Rennes, ouais. Donc les 3 copains qui ont fondé la boîte étaient tous originaires de Rennes et ses environs. Okay. Donc j'y vais, on fait connaissance, etc. Ils voient tout ça et puis bah pour eux c'est ok, quoi. Ils me disent. Oui. Et donc là du coup je suis face quand même à un choix en me disant bah voilà, j'étais plus ou moins inscrit en IUT. T'as été jusqu'au bac. Voilà, et puis bah là il y a un choix à faire et puis bon, mais en fait je crois que le choix je l'ai vite fait. Et puis donc ils m'ont dit bah oui, donc dans les semaines qu'on suivit, il a fallu trouver un appartement à Rennes et puis je suis parti m'installer là-bas. Voilà. Je suis parti m'installer à Rennes et l'aventure, alors là pour le coup oui, l'aventure de professionnel, de programmeur pour en faire mon métier commençait, quoi. D'accord. Vraiment, okay. Et là, donc là, on est en quelle année là? Bah là, on est en 80. On est en 88, 88 ou 89, quelque chose comme ça, 80, ouais. Okay. Alors là, l'arrivée chez Légende, bon déjà bon, c'est un peu, là c'est la vie qui démarre, on va dire une nouvelle vie qui démarre. Je m'installe à Rennes, je trouve un petit appart. Et puis bah oui, donc là on est. Oui, c'est la première fois loin de tes parents. Oui, c'est mon premier. Oui, j'avais pas même. J'allais le faire si j'étais parti continuer mes études. C'était plus ou moins au Havre, je crois que ça se passait. Donc j'aurais effectivement éventuellement bougé à ce moment-là, mais bon, pour le coup, voilà. Bon, là, le début dans la vie et le début de la profession. Oui, c'est un peu un saut dans l'inconnu, mais en même temps, bon, j'étais tellement. Passionné par J'étais tellement passionné, tellement content de. Bon, c'est une toute petite équipe, hein, les gens, donc ils sont 3, chacun a son rôle bien défini. Il y a un programmeur amigal, infographiste, Didier Quentin, Nicolas Gohin et Olivier Monrazé. Et donc, moi j'arrive pour m'occuper de l'Atari, et il y a aussi Franck Quérault qui nous rejoint. Il a dû arriver. Soit en même temps que moi, soit un tout petit peu avant. C'est-à-dire qu'il cherchait 2 recrutements. Quelqu'un pour le PC, donc Franck, et quelqu'un pour l'Atari. Et donc ça a été moi. Et donc on attaque direct. Alors, de mémoire, hein, je crois que je suis arrivé pour terminer les Portes du Temps. Je crois que c'est la chronologie, c'est ça. J'arrive pour finir. Les Portes du Temps sont déjà bien commencées. Donc c'était quoi, quelqu'un d'autre qui l'avait programmé? Oui, c'était quelqu'un en externe qui l'avait programmé, qui n'était pas... parce qu'il y avait effectivement là l'équipe interne, on va dire en salarié, on était 5. Ouais, ok. Et il y avait quelques... il y a eu un auteur qui avait démarré effectivement les Portes du Temps. Il y en a eu un autre pour un autre jeu, donc on évoquera peut-être après, qui était la Révolution française, qui avait été commencé sur MSX2. Voilà, donc moi j'arrive pour finir ça. Donc il y a des histoires de compression, je me souviens, faut intégrer tout ça, faut finaliser le jeu, etc. Ça fait quoi de travailler du coup sur le code d'une autre personne? Bah ça pour le coup c'est un exercice qui est quand même difficile. Ouais. C'est vrai que bah oui, quand tu démarres, tu codes toi-même de bout en bout un truc, bon bah tu prends, tu fais ton algorithmie, tu fais tes trucs, etc. Mais reprendre le code de quelqu'un, puis alors pour le coup, mon arrivée chez Légende, je vais être confronté à l'exercice à 2 reprises, puisque donc d'une part les Portes du Temps, et alors je crois que c'est après, mais je peux m'intervertir, c'est pas très clair, mais il y a eu donc tout de suite après Rank Xerox, qui était un autre jeu Atari. Basé sur la BD, quoi.
basé sur la BD. C'était Ubi qui avait acheté la licence. Ok. Ils ont commencé le jeu avec une autre boîte dont je me souviens pas le nom et une toute petite équipe, voilà. Et nous, on récupère, parce qu'on est en contact avec Ubi, hein, Legend Software est en contact assez serré avec Ubi. Okay. Ouais, ils viennent. Moi, j'ai le souvenir des frères Guillemot qui sont là, qui viennent voir un petit peu ce qu'on fait. On est en contact avec eux. Okay. Et donc c'est eux qui doivent nous confier la fin, parce que là le jeu a été commencé une fois de plus, mais là il y a du boulot, hein, parce que là il a été commencé, mais ça a été laissé en friche. Alors j'ai appris après coup, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, enfin avec qui j'ai échangé bien plus tard, mais c'est François Lyonnais qui a commencé le code de Rank Xerox, ouais. Et je suis pas, alors François Lyonnais qui était aussi une idole pour moi, parce qu'il avait fait un jeu sur Auric que j'adorais, qui s'appelle Driver. Et si François nous regarde, il a fait, moi donc j'adorais ce jeu, qui est une conversion d'un jeu d'arcade qui est super addictif, quoi. C'est quoi, c'est une simulation automobile un peu? Oui, tu sais, t'es dans un labyrinthe, tu pilotes une voiture dans un labyrinthe, et t'as 4 poursuivants et tu dois récupérer des drapeaux. Oui, bah c'est comme le truc de, c'est Namco. Le jeu m'échappe, mais on va vous, voilà, c'est la conversion de Rally X. Et sur Auric, il était juste génial ce jeu. Donc j'ai toujours mon exemplaire, François. Il faut absolument que tu me dédicaces ça un jour ou l'autre. Voilà. Donc mais ça, je l'ai appris qu'après. Mais là, il y avait, bon, même j'en ai discuté avec François. Il me l'a dit. Il m'a dit que oui, il avait laissé le truc que c'était. Alors pourquoi ça a été interrompu? Je sais pas, ça, je n'ai pas le détail, mais il se trouve que voilà, je dois terminer tout ça, et là il y a eu quand même un bon boulot. Mais le jeu est assez sympa, et puis l'univers, c'est Rank Xerox, donc c'est quand même une licence. Graphiquement, il était pas mal. Il était pas mal. J'ai un petit exemplaire qu'on voit vaguement, peut-être au fond là-bas derrière nous. Non, il est pas. Non, il y en a, j'en ai deux en fait. Mais il doit y avoir une version ST et une version Amiga. Ah oui, c'est les gens qui disaient qu'ils avaient embauché toi pour le ST et un autre pour le PC, mais l'Amiga ils en faisaient pas. Si. Ouais. Un des fondateurs. Ah d'accord, oui, c'était déjà un programmeur existant. Voilà, ouais. Nicolas qui était vraiment un super programmeur. Donc t'es rentré pour l'équilibre du ST par rapport à l'Amiga, c'est beau. Ouais, déjà à l'époque. Mais déjà à l'époque, oui, on se charriait, c'était génial. Ouais, on se charriait à coup des mêmes vannes qu'on peut se lancer maintenant sur les sprites hard, oui, non, les machins, les modes graphiques, le bip du son. Voilà, l'Amiga bourré de chipset qui fait tout, alors que nous sur Atari, il faut qu'on écrive des vraies routines, etc. C'est vrai qu'en termes de programmeur, le challenge est. Oui, là il faut tout coder, quoi. Faut tout. Là c'est du 68 000. Bon, bref. Mais je me souviens qu'on a à l'époque déjà on rigolait bien, et puis l'ambiance chez les Legend Software, c'était vraiment tel qu'on pouvait l'imaginer, c'est-à-dire on bossait, on allait grignoter un morceau le soir, on revenait à la boîte, on continuait, c'était les potes, quoi. C'était, il y avait cette ambiance-là, il n'y avait pas du tout d'histoire d'horaire, de trucs, de machin, on fonctionnait plus. Puis bon, il y avait un gros challenge sur Les Portes du Temps, a été un jeu d'aventure qui pesait lourd, parce que financièrement il fallait que la boîte et donc ça a bien marché. Les Portes du Temps, c'était un jeu d'aventure qui, ça c'est vrai, hein. Bon, les fans de ST le savent, c'est un jeu qui a compté quand même, il a voilà, c'est clair. Donc les Portes, Ranks, et puis ensuite effectivement nous arrive un jeu d'un auteur externe aussi, donc 89, la Révolution française. J'ai peut-être un exemplaire rarissime du jeu pour les collectionneurs. Hein. Pour les collectionneurs, je sais qu'on m'a parfois sollicité pour ce jeu. Donc, on peut le revendre, c'est ça? Donc, il y a un auteur, effectivement, qui a développé le jeu sur MSX2, à la base.
Et alors on n'est pas loin du bicentenaire de la Révolution, donc on décide de sortir ça, pareil, hein, sur MSX2 évidemment, sur Atari, sur Amiga, et sur PC aussi, je pense, ouais. Et donc, voilà, on s'attelle à ça, on fait ça, ça sort... Donc là, oui, il y a une deadline de 89. Quoi. Voilà, là, il y a une deadline, et puis, alors évidemment, l'engouement, parce que c'est un jeu un petit peu éducatif, un petit peu, il y a des petits jeux d'action dedans, c'est un ludo éducatif, enfin c'est un jeu quand même, mais forcément c'est il y a un esprit historique dedans, forcément. Voilà, c'est pas ça a moins déplacé les foules que les Portes du Temps par exemple, qui étaient donc voilà, on fait ces titres là et développe en interne 2 jeux. Le premier alors il y a Nichiran. Nichiran, c'était un peu un Dungeon Master, quoi, on va dire, un peu futuriste, sur Amiga, et Ninja Animal, qui était un peu un beat'em all, ambiance japonisante, enfin on joue un ninja qui a la capacité de se transformer dans certaines conditions, comme Altered Beast. Un peu un Altered Beast avec des graphismes absolument vraiment magnifiques là. Didier avait fait vraiment un super boulot graphique. Et donc en scroll horizontal. Donc il y a des démos qui ont circulé un petit peu. Moi j'ai gardé mes disquettes. J'ai retrouvé récemment mes disquettes. Et alors c'est génial parce que c'est les disquettes qui avaient été envoyées à l'époque chez Microids. Chez Microids, parce qu'on cherchait un éditeur de mémoire, oui, c'est Microids. Et donc, ce qui est fou, c'est que cette disquette, c'est mon écriture dessus, et je les ai retrouvées dans un stock de disquettes. On développe ça. On fait des démos assez abouties, et puis là, ça méritait un peu d'optimisation quand même, hein, parce que c'est vrai que les démos qui circulent, ça graphiquement c'est beau. Le scroll est pas trop mal, mais ça mérite une petite couche d'optimisation. C'est tout en assembleur, mais bon, voilà. Il y a. D'accord, donc il y aurait eu du travail à faire dessus, je pense avant que le moteur de jeu tienne la route en termes de performance. Pour en faire un jeu. Il y a eu quelques tests, hein, d'ailleurs, dans des tests, on va dire des annonces dans la presse de l'époque, où ils annoncent les prochains titres Legend Software et Ninja Animal, Nichiran, on en parle hein, dans plusieurs revues, ça, voilà. Mais donc là, c'était une démo plus sur l'aspect graphique et on voit des images, oui, on voit des images et on est au tout début quand même, hein, on n'est pas, voilà. Et puis on est en pourparlers, mais bon, il y a les ventes des Portes du Temps qui doivent nous aider, etc. Et je sais que les gens commencent à être un petit peu en difficulté parce que il y a un distributeur qui tarde un peu à régler un peu tout ça, et je sais que ça met la société dans une situation assez délicate. D'accord, les rentrées d'argent sont pas... voilà, alors que bon, le jeu marche bien, hein, mais voilà. Du coup, ces 2 jeux sont restés à l'état de prototype. Alors, je sais que pour Nichiran, il y a un auteur, l'auteur qui travaillait dessus en externe, a, je crois, repris beaucoup plus tard le jeu, il l'a fini tout seul, et il a fini par aboutir. J'ai pas le... Mais oui, pour ce qui est de Nichiran. Pour Ninja Animal, non, là il est resté à l'étape. On avait avancé là. Il y avait un programmeur qui m'avait rejoint, Christophe. Il se reconnaîtra, qui était un bon programmeur sur Atari aussi. On avait fait il faisait partie d'un groupe de démos à l'époque. De démo maker, ouais. De démo maker que j'avais rejoint. Très 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 rapidement. Enfin, un passage éclair. On avait fait 1 ou 2 trucs, c'était les X Factor, Christophe s'en souviendra sûrement. Moi, j'avais fait une routine de damier à l'époque, un damier à la... qui était pas mal, mais bon, j'étais pas super doué pour ça, j'ai toujours été plus intéressé par des routines peut-être plus... plus de moteurs de jeu d'aventure, enfin de jeu, plutôt que de tirer les tripes, j'étais pas très doué pour voilà. Donc mais c'était sympa, donc on s'est rencontrés comme ça, et c'est vrai que
il était venu il bossait lui en externe, mais il avait fait il était censé faire les boss de fin de niveau sur Ninja Animal. Ah, ok, oui. Donc j'ai aussi quelques-unes de ces routines qu'il avait fait. Alors on voulait à l'époque faire 2-3 trucs, justement, il y avait de l'overscan dans Ninja Animal. Ah oui, quand même. Ouais, Ah, bah ok. dans la démo ça se voit, je crois d'ailleurs, il y a un sabre sur la partie basse de l'écran D'accord, qui est en ok. overscan bas. Ok. C'était pas un full overscan, mais on avait fait un, voilà, il y avait Donc des petits trucs comme ça. la gestion des cycles un peu maîtrisée, quoi. Ouais, ça encore, ça me plaisait, c'était pas Ouais. trop contraignant, donc je m'étais dit pourquoi pas. Et puis donc Christophe a fait des routines, et donc Oui, des petites routines, enfin du code de démo, quoi, un peu. Quoi. voilà, ouais, là c'était vrai que c'est. Et puis bon, bah ça s'est arrêté, voilà, c'est resté, malheureusement, on n'a pas pu aboutir là-dessus. Ok, C'est resté à l'état de le prototype. prototype, ouais. Tu aurais Ouais, bien ouais. voulu aller plus loin sur ce titre-là. Bah, Ninja Animal, ça aurait été, Ouais. ça aurait été un beau jeu, je pense, en passant un peu de temps Ouais. à optimiser un peu tout ça, et puis après à rajouter du contenu, parce que là, on a montré, la démo montre deux ou trois décors, Ah oui, ok. mais Didier ouais, il y avait des créatures, il y avait des personnages, des tas de trucs qui étaient, ça aurait fait un beau jeu, ouais, ça aurait Ah fait oui, un beau ok. jeu. Ouais, C'est, ouais. Et les vrais fans, je sais que Bruno, Brume connaît l'existence de ce jeu, et ceux qui sont vraiment à fond dans l'Atari connaissent l'existence un peu de ce jeu. Ouais. Mais bon. Ok. Et donc ça, c'est Bah là, c'est ouais. la fin de ton parcours chez Legend Software, quoi. Voilà, c'est la fin de. Oui, ce que je qualifierais de ma deuxième grande partie de carrière, entre guillemets, dans le jeu vidéo. Ça s'arrête après Légende, et puis il y a une autre phase qui commence juste après, quoi. Ah bah. Ouais. Donc oui, après Legend Software, donc tu t'orientes toujours dans le métier de programmeur de jeux vidéo, quoi. Ouais, alors bah oui, là alors je sais plus trop. Donc effectivement, j'achète un PC là pour le coup. J'achète un PC, je me mets au C. Là on est au début des années Ah oui. début des années 90. J'achète un PC, je me mets au C, je continue et j'approfondis, parce que je sais qu'après je me retrouve un petit peu là pour le coup je suis un petit peu démuni, quoi. J'ai plus de boulot, je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas envoyé. Année, là, Et alors, 90 hein. ouais, on est en 91. 91, et il y a aussi quelque chose qui m'empêche de me relancer vraiment, c'est qu'il y a le service militaire. Je sais qu'il va falloir que je fasse le service militaire. Ouais. Donc il y a un peu une période là de transition où je sais que c'est pas trop la peine de me relancer, parce que voilà. C'est le service militaire, ça te prend combien de temps Bah là ça me prend un an, puisque c'est l'époque, je sais que ça va basculer à 10 mois à cette époque-là. Il y a un moment donné où j'en ai parlé avec Hervé, Tom et Jerry, le musicien, sur Amstrad, et lui aussi est tombé pile poil, et lui je crois qu'il a dû le faire l'année d'après moi, et lui n'a fait que 10 mois. Bon, ça c'est la petite... Bah moi je suis tombé l'année où ça le faisait plus. Ça va là, bah, alors, à nous trois on fait la totale, parce que bravo. Donc ouais, je sais que du coup, j'ai mon temps est limité, puisque il va falloir que j'y aille. Donc en fait, je fais ça, j'achète un PC, puis C'était quoi comme modèle de PC du coup à l'époque? Oh, c'était de mémoire, c'est un 386 SX16, un Kenitech, je me souviens, un Kenitech 386 SX16. Donc la programmation x86 déjà Ouais, alors oui, je regarde un petit peu comment ça se passe un petit peu en assembleur. Ouais. C'est autre chose, hein, par rapport au 68 000. Ouais, là pour le coup, ouais, c'est autre chose, effectivement. Mais c'est surtout l'architecture aussi de la machine, la mémoire. La mémoire, pour exploser les 640 kilos, faut faire tout un truc. Enfin bon, c'est surtout ça qui est une galère. Et puis il n'y a surtout pas de standard. C'est-à-dire que quand tu es chez HP, c'est comme ça, mais si jamais c'est pas carte Bell,
et tout le côté graphique, etc. Ça, Oui, ça on puis y reviendra. le son, ça dépendant de la carte sonore. La carte sonore qu'il y a dedans, donc il faut détecter tout ça. C'est vrai que tout ça, c'est quand même vraiment pénible, quoi. À l'époque, c'est waouh. Ouais, sur un jeu, j'imagine que là, enfin, établir la production, même au niveau musical, par exemple. Alors avant de le faire, je sais que j'ai eu une expérience, j'ai monté une petite boîte un peu expérimentale, etc. pour informatiser des épreuves sportives. Ah ouais. Je rencontre un ami que j'avais rencontré déjà depuis quelques années, Hervé, et tous les deux on décide de monter ça. C'est une petite société qui, l'objectif c'est d'informatiser des épreuves sportives comme des marathons, des courses. Et je sais que je développe un truc sur Atari qui permet d'informatiser ça. Mais donc c'est quoi, un truc qui fonctionne sur l'événement? Alors oui, non mais on doit être là le jour J. On doit, alors on a toute la liste des participants, faut tout saisir avant. Il y a tout il y a tous les dossards, l'attribution des dossards, etc. Et puis on doit, donc j'utilise notamment une course qui s'est passée à Évreux qui était assez important puisque je me souviens qu'à l'époque il y avait un Kenyan super renommé qui était là, qui s'appelait Ahmed Salah, je crois, ou quelque chose comme ça, mais qui était vraiment une vedette quand même, et qui venait parce que ce marathon avait une renommée, voilà, parmi un certain nombre de marathons qui devaient se courir en France. Je sais pas si c'était un marathon ou une course de fond un peu moins longue, mais peut-être 10 km ou quelque chose comme ça. Et donc après, on est là, nous on est installés, on a nos deux Atari. Et puis quand ça commence à arriver, faut saisir les temps, faut saisir tout ça, et puis on est censé sortir à l'issue le classement individuel, des histoires par équipe, et puis ils font les podiums et tout ça, donc tous les yeux sont braqués sur nous dès que... Oui, tu vois, pour établir le classement, quoi. Et voilà. Donc c'est un service que vous proposiez sur l'événement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on était rentré en contact avec l'UNSS, c'est-à-dire un organisme qui gère un petit peu toutes les compètes du département déjà, de tout le département. Donc on est dans l'heure là. Et puis ça démarre un peu. Bon, c'est et tout ça avec les Atari. Il doit me rester une photo où on est devant. Mais ça va, donc ça fournissait bien le boulot. L'Atari. Ça pour le coup, je me souviens que c'était tout un truc que j'avais développé en GFA. Ça tenait bien la route. Ça on a assuré. Ils étaient enchantés. C'était bien quoi. Et je crois qu'on l'avait fait. C'était presque bénévole quoi en fait. Il nous a. Oui, enfin c'est. J'ai pas de souvenir d'échange commercial. Nous, on devait faire nos preuves et tout ça. Ils nous avaient peut-être filé un petit quelque chose, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. C'était pour nous. Nous, ça permettait aussi de dire, voilà, regardez, on est capable de ça. Et puis, si vous voulez, maintenant, faites appel à nous pour toutes les, voilà. Bon, ceci dit, manifestement, ça démarre quand même pas. Ça décolle pas vraiment. Et puis là, je dois partir au service militaire. Et donc, il n'est pas question de... Mais je sais que j'ai quand même dans l'idée de faire marcher cette petite entreprise pour essayer si possible, de passer à travers les mailles du service militaire. Il y a, à l'époque, tout le monde essaye de pas le faire pour X raisons. Bon, nous, des prérogatives prévues pour la création d'entreprise. Quand tu avais une entreprise, tu pouvais effectivement prétendre à ne pas faire ton service. Bon, seulement les conditions étaient, fallait avoir plus de 2 ans, 3 ans d'ancienneté, 2 ou 3 salariés, etc. Donc, je rentrais pas dans ces critères-là. J'ai un souvenir aussi sur la fin, là on est sur la fin de mon service. Je suis à je sais qu'il me reste 3 mois, donc c'est un petit peu plus souple, je peux sortir un peu plus tout ça. Et donc là, ça me reprend l'envie de monter encore une toute petite entreprise. Il y a à cette époque-là le boom, ceux qui s'en souviennent sûrement, des pins. Il y a un engouement des pins, tout le monde veut faire des pins, tout le monde veut son pins, tout ça, etc. Et je me dis, ça peut être... Donc je monte un petit truc pour faire des pins. Pour faire des pins. Alors je les produis pas moi-même, mais moi j'offre un service de création de graphique où je propose à des restaurants, à des boîtes de nuit, à des bars, à des magasins divers et variés, des designs d'un éventuel pins, et ensuite je le fais fabriquer. Ah ouais non, mais là c'est encore... Ça c'est encore Bethesda.
Mais bon, ouais, ils n'arrêtent pas. C'est depuis, je pense, la sortie de Ah oui, la sûrement. Tanner 2. Ils insistent hein, quand même, Ouais. mais bon voilà. Donc des pins. Donc- C'est vrai que les pins, c'était à vocation publicitaire. Hein, au premier ouais, lieu. voilà, c'est Ouais. ça. Donc c'est sur la fin de mon service, donc ça, j'arrive à cumuler un peu les deux. Donc je démarche, comme je disais, donc il y a Ouais. des discothèques, tout ça. Donc je fais un certain nombre de pins Ouais. qui sont produits. Il y a une société en Normandie, il y a effectivement une entreprise. Et j'ai un autre fournisseur qui lui est à Paris, mais qui les fait fabriquer, je sais plus à Hong Kong ou je sais plus où, Ok. et qui là sont plutôt métalliques et il fait des choses vraiment pas mal. Quand je dis que c'est- et je fais ça, mais alors bon, ça dure pas très longtemps. Ouais. Donc voilà, ça dure quelques mois. Mhm. Et puis le service se termine. Oui, parce que ouais, t'es toujours en service militaire quand même. à côté Voilà, des mon pins. service se termine et puis bon, ça m'a de mémoire, ça m'a payé une belle chaîne IFI quoi. Des pins. Ouais, les pins m'ont payé une belle chaîne IFI. Ok. Mais une petite fibre entrepreneur alors quand même. Ouais, bah oui, c'est vrai que ça me plaisait bien le fait Ok. oui, D'avoir ça. une activité comme Une ça. activité, monter un projet comme Ouais. ça, un peu créatif, un peu. Bon là, je Ouais. savais que ça probablement ça. Mais oui, c'est vrai que ça faisait déjà 2 petites expériences. Il y a de la gestion d'entreprise quand même. Tout Il y a ça de la. à côté, Ouais. quoi. Ok. Bah c'est vrai que j'étais parti pour faire des études dans cette direction-là d'ailleurs. Ouais, c'est Je m'étais vrai. inscrit dans un IUT qui était de la gestion d'entreprise. Bon, Mhm. j'arrive à Paris là pour le coup. Ok. Je m'installe à Paris parce que j'ai trouvé un job dans un magasin, un intégrateur PC quoi en fait. On monte des PC, on Ah vend oui, du d'accord. matériel informatique, du Ok. PC. Ouais. J'ai trouvé ça, donc du commercial. Et Et donc, Pourquoi une envie de bouger sur Paris spécifiquement? bah en fait, déjà, bon, c'est quand même là que ça se passe. Puis il se trouve Ok. oui, puis pour des raisons amoureuses à ce moment-là, Ah, oui. je m'installe aussi à Paris. Ok. Voilà, ça tombe bien parce qu'en Mhm. plus, je sais pas si je me dis inconsciemment que de toute façon, s'il doit y avoir une suite dans le jeu vidéo, c'est Oui, les boîtes, c'est probablement aussi. probablement Ok, là que ouais. ça se passera. Je sais Mhm. pas, j'ai pas de souvenir si jamais Ouais. j'avais une idée derrière la tête ou pas. En tout je cas, me souviens c'était pas la démarche initiale, quoi. Ouais. Non, mais je sais que c'est parce que voilà, je trouve ce job. Ok. C'est une société qui s'appelait Triomphal dans le 11e, un intégrateur de PC, donc grosse concurrence avec Mongalet, hein, pour ceux qui Oui, montent bah leur oui, PC ouais. ou qui achètent des composants. Il y avait Mongalet déjà, et donc C'était quelle génération de PC à l'époque, là? voilà, on est sur du DX2, hein, Oui, ok, ouais. on est sur du même pas, on est sur du 386 et le 486 arrive. Ouais, ok. 386, SX, DX, 486, même le DX2 c'est après. On est encore sur du. Parce que là, on est en quoi? En 92? Là on est en 92, ouais. Ok. Ouais. Donc c'est du 486, la machine Phare, ouais. à peu près, ouais, de mémoire c'est ça. Je Ok. crois, hein, j'espère qu'on dit pas de bêtises, hein, mais à une génération près. Bon, mais de mémoire le Pentium arrive après. Ah, bah Parce oui, que oui, là, oui, oui, j'étais ça arrive après, de ouais. mémoire, le Pentium arrive après. Ouais. Et là, alors là, pour le coup, il y a une petite anecdote, rigolote. C'est que je sais plus comment, mais je rencontre Eric Chahi. Oui. Enfin, si, je sais comment. Ouais. Je sais comment. C'est que, en fait, il vient acheter ses PC dans ma boutique parce que Eric est en train de monter une structure pour faire Earth of Darkness. Ah oui. Oui, ok. Il attaque Ouais. Earth of Darkness et je le rencontre. Je rencontre Frédéric Savoir aussi, et puis 2 autres membres de son équipe. Ouais. Et ils viennent s'équiper. Ouais. Dans notre boutique à un moment donné. Et puis je lui parle de mon passé dans le développement. Bon, voilà, c'est toujours sympathique. Bon, moi, je rencontre Eric Chahi, évidemment, Oui. c'est quand même déjà à l'époque, c'est un phénomène, c'est Il y avait énorme. Another World et puis Flashback après. Voilà, c'était quand même vraiment un grand du jeu vidéo français. Donc je suis vraiment très très impressionné, très content. Enfin, Ouais. on échange là, pour le coup, on échange, on discute Mhm. et alors
alors ça c'est un peu flou, je sais plus exactement, mais je sais plus si c'est lui qui me propose d'aller à une soirée d'un Tilt d'or ou d'un Gêne d'or. Eric Chahi me dit tiens, si tu veux, il y a ça éventuellement, parce que j'ai dû lui dire que là pour le coup lui verbaliser que je rebasculerais bien dans le développement de jeu. Il me dit bah viens à cette soirée là, peut-être il y a tout ça. Bon, on en avait fait une soirée déjà avec l'équipe de Légende. On était monté passer une soirée à Paris. Je sais plus si c'était les Tilt d'or ou les Gênes d'or. Donc là, pour le coup, vous étiez nominés là-bas? Ouais, alors, okay. Oui, les Portes du Temps ont dû être nominés. Okay. On n'a pas eu, je crois, le truc, mais on est monté faire une soirée. Okay. Voilà. Et donc là, dans mon souvenir, c'est lui qui me permet d'accéder de nouveau à cette soirée-là. Il me dit, bah éventuellement, tu verras, il y aura sûrement notamment Philippe Ulrich. Et puis bon, peut-être que tu pourras, il cherche, je crois que il me disait qu'il cherchait peut-être du monde, etc. Et donc je pourrais, voilà. Donc effectivement, je vais à cette soirée, je rencontre Philippe Ulrich. Donc là, rebelote. C'était déjà Cryo. Alors, alors Cryo était vraiment en train de se monter, et donc c'est là que je l'apprends d'ailleurs, qu'ils sont en train, avec deux autres grands du jeu vidéo, de monter quelque chose qui va donc s'appeler Cryo Interactive. C'est en train de se monter, et effectivement Philippe me dit bah oui, on recrute quelques profils, viens à ce moment-là. Donc il me donne un rendez-vous, il me dit mais viens et il faut que tu rencontres Rémi Herbulot. Okay. C'est lui qui s'occupe de ça en ce moment. Je crois qu'il a effectivement il a besoin de recruter, donc là, bon, c'est pour moi c'est bon. Rémi, c'est pas bon, c'est un maître quoi. Voilà. Oui, d'accord. Oui, pour moi, c'est voilà, je jouais à ces jeux évidemment depuis l'Auric, depuis Macallan Bumper sur bien Auric. sûr, ouais. Krafton et Zunk après. Crafton, l'Ange de Cristal après sur Atari, etc. Donc bon, c'est pour moi un des tout meilleurs auteurs de jeux vidéo en France. Et oui, tu rencontrais une idole un peu. Et là, il me propose un rendez-vous, et je suis en train de voir ça avec Philippe Ulrich, qui lui aussi est quand même un autre grand. C'est sûr. Donc tu te sens vraiment petit là. Ouais. Et donc rendez-vous est pris, je sais plus, une semaine, 15 jours plus tard, quelque chose comme ça, parce que Rémi travaillait encore pas mal chez lui aussi en Normandie, et là bon, il était question il venait sur Paris régulièrement, je sais plus trop, mais il n'était pas en permanence, je sais plus trop, il venait pas tous les jours sur Paris à l'époque, il était, parce que Rémi il bossait pas mal chez lui. Donc je vais à ce rendez-vous, les locaux se trouvent au métro Bourse à Paris. Je m'en souviens évidemment, je me souviens de tout par cœur. Donc j'arrive dans les locaux, et là y a pas énormément de monde, les locaux sont assez petits, et donc d'ailleurs ils sont en train de déménager, ils vont partir parce que effectivement donc c'est la création de Cryo, et l'idée c'est de déménager dans des locaux beaucoup plus importants. Ok, d'accord. Et donc je rencontre, là je vois des gars qui sont sur leur PC en train de faire du graphe, et ils font de l'image de synthèse, et ils font des trucs absolument magnifiques, et je découvre que donc ce jeu c'est ce qui va devenir Megares, qui ne s'appelle pas Megares à l'époque, puisque le nom de code c'était Drive Fractalus. Le nom de code de Megares c'était Drive Fractalus en interne, et c'est devenu Megares qu'après. Donc je bavarde un peu avec eux. Il y a Franck De Lucas et Majid Taibi, que je salue si jamais. Donc deux premiers donc, qui étaient auteurs de Megares. C'est eux qui ont amené le concept du jeu. Et ils signent avec Cryo pour ce jeu. Et donc bon voilà, donc Philippe me reçoit, puis il me dit bah voilà, Rémi est là. Donc là, je rencontre Rémi. Bon là c'était juste génial.